Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire La Forge du futur organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Pierre Crampip, référent forge et simulation des procédés par déformation plastique, et Stéphane Magron, ingénieur process forge au CETIM. Le webinaire durera 1h30. Il y a 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, comme on vous l'a présenté précédemment, nous sommes deux à animer ce webinaire. Donc, Pierre Crampip, moi-même, responsable projet au CETIM de Saint-Étienne. Et puis, je vais laisser la parole à Stéphane qui va commencer ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Magron, je suis ingénieur projet innovation au CETIM Grand Est. Et du coup, nous allons vous faire un exposé aujourd'hui autour de la forge du futur. Mince. Léna, oui, je crois que j'ai fait une mauvaise manip. Si c'est bon, je présente toujours. Oui, c'est bon. L'écran qui est affiché, c'est bon. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter le contexte marché et les enjeux industriels. Donc, un contexte qui est toujours de plus en plus concurrentiel pour les industries de la forge. De la même façon que l'industrie de façon générale, la forge reste très concernée par une forte augmentation des pressions sur les prix. Un accroissement des exigences qualité de la part de bon nombre d'ordres, tels que l'aéronautique, le nucléaire, mais donc, qui étaient historiquement déjà très contraignants. Mais on retrouve également d'autres, les autres secteurs qui sont également de plus en plus contraignants en termes d'exigences qualité. Également une concurrence de nouveaux procédés qui arrivent sur le marché et qui sont industrialisés depuis maintenant quelques temps et qui viennent concurrencer les procédés de la forge, tels que la fabrication additive, mais également les procédés d'usinage avancé et également d'autres. Et enfin, les contraintes environnementales qui seront également de plus en plus fortes et impliqueront aux industriels de travailler pour pouvoir les intégrer. De ce fait, nous avons travaillé et avons pu identifier un besoin des forgerons pour leur permettre d'accroître leur compétitivité industrielle. Tout d'abord en recentrant l'homme autour de l'organisation et en optimisant son efficience afin de pouvoir le concentrer sur des opérations à forte valeur ajoutée, mais également en réduisant les coûts de fabrication, donc que ce soit en termes de productivité ou de qualité des coûts de non-qualité, en développant la maîtrise du procédé pour permettre de se coller au mieux aux exigences qualité des différents donneurs d'ordre, et enfin en travaillant sur la diminution de l'empreinte écologique. Pour ce faire, donc, nous avons accompagné les industriels de la profession vers un accompagnement à la transformation vers la forge du futur. Et pour ce faire, donc, nous avons travaillé sur différents axes, que ce soit le développement de procédés de forgeage efficient, qui permettront de développer des technologies innovantes qui permettront de gagner en productivité, mais aussi de déployer l'éco-conception et de permettre de travailler sur l'empreinte environnementale en termes notamment de réduction des coûts d'énergie. Nous avons également travaillé sur le volet qualité au travers de la fiabilisation de la maîtrise des procédés, par le développement de CND innovants, mais également moins polluants, qui permettront aux forgerons de s'adapter sur ces aspects, et de permettre une mesure en temps réel des produits afin de détecter les défauts au plus près de là où ils vont être initiés. Et enfin, un pilotage fin des procédés avec le développement d'un lien
entre les paramètres procédés et les données produits qui pourront être récoltées à l'issue de ces contrôles, qui permettront notamment d'anticiper les aléas de production au travers de la qualification numérique des procédés, donc, tels que les outils de simulation et de prédiction, mais également de modélisation des installations de production. Donc la présentation qu'on souhaite vous faire aujourd'hui se décline en 3 volets. Un premier volet autour des procédés efficients où nous allons vous exposer différentes technologies sur lesquelles le CETIM a travaillé, que ce soit le forgeage multidirectionnel, le forgeage en conditions quasi isothermes ou encore le forgeage multimatériaux. Nous aborderons ensuite des outils donc, qui permettent de gagner en qualité et de travailler sur la mesure analyse de la donnée produit au travers d'un démonstrateur qui a été développé par le CETIM, qui s'appelle le démonstrateur COTRA, ou encore du développement de la thermographie infrarouge. Enfin, le dernier volet, qui lui traite de la maîtrise du procédé, au cours duquel nous ferons des exposés sur la simulation des procédés de forge, la fabrication additive pour les outillages de forge, et enfin, les jumeaux numériques, le jumeau numérique d'un processus de forgeage. Donc, je vais débuter par la présentation du premier procédé efficient sur lequel nous avons travaillé, qui est le forgeage multidirectionnel. Il s'agit là d'une alternative pour gagner en productivité. Gagner en productivité comment? Par la réduction du nombre d'opérations de préformage des ébauches. Mais également la réduction du poids de mise en œuvre. Et le procédé de forgeage multidirectionnel permettra également d'obtenir des formes plus complexes donc sur les produits en fin de processus de forgeage, avec l'obtention de formes notamment en contre-dépouille qui permettront d'alléger la pièce, mais également de réduire les temps d'usinage. Donc le forgeage multidirectionnel est une alternative au procédé de forgeage on va dire traditionnel, où on va exploiter la pièce dans un axe uniquement axial. L'idée au travers de ce procédé sera de l'exploiter sur de nouveaux axes et de permettre d'obtenir des formes plus complexes de ce fait, mais également de séquencer les différentes étapes de transformation pour permettre les différents mouvements de l'outillage. Et au travers du développement de la technologie sur laquelle nous avons travaillé, nous avons, l'un des objectifs était d'intégrer ce système au sein même de l'outillage pour ne pas avoir d'investissement lourd à réaliser sur les presses. Donc là, on peut voir notamment donc en illustration un petit peu le principe de fonctionnement où avec des éléments de renvoi schématisés sur la petite figure à gauche et une première simulation où on vient mettre en forme une ébauche par un premier refoulement du corps, puis l'imprégnation de formes plus complexes par le mouvement de couteau inférieur et supérieur. Donc, vous avez ici à l'écran des animations qui permettent d'illustrer. Donc, la première à gauche étant la même que celle que je viens de vous montrer, mais avec une vue de l'ébauche seule qui permet un petit peu mieux de voir les différentes séquences. Donc, il s'agit dans les deux cas de pièces pour l'automobile. Qui sont en fait des vilebrequins, donc à gauche un 2 cylindres, à droite pardon, un 4 cylindres, avec des travaux qui ont pu être menés jusqu'à la réalisation des prototypes où nous pouvons voir donc le rendu sur la pièce physique en adéquation avec ce que nous avions pu prédire et qui a permis de valider notamment le fonctionnement de l'outillage. Donc sur la droite, donc là un autre cas qui a été traité, donc le vilebrequin 4 cylindres, où on peut voir où on a pu aborder un cas avec une morphologie de pièce
quelque peu plus complexe et voir comment nous avons pu obtenir une préforme souhaitée qui ont permis dans les deux cas d'obtenir des pièces avec des niveaux de bavure optimisés. Donc là, on peut voir que ce soit le cas du vilebrequin 4 cylindres ou du 2 cylindres, pour lequel les niveaux de bavure couramment obtenus par les industriels qui réalisent ces morphologies de pièces a été schématisé ici au travers des ellipses en rouge. Où dans les deux cas, on voit une meilleure répartition du volume qui a été obtenue et donc une meilleure homogénéité de la bavure. Une seconde application, donc jusque-là, je vous présentais des cas d'application de préforme, donc pré-matrissage, mais nous avons également travaillé sur des applications post-matrissage où l'idée ici était de venir imprégner des formes en contre-dépouille sur la pièce brute de matrissage par l'imprégnation de poinçons, tel qu'on peut le voir sur l'animation ci-après. Donc là, il s'agit d'une autre application sur laquelle que nous sommes en train de développer avec les industriels de la commission Forge. Ce cas d'étude qui a été retenu est une pièce également pour l'automobile, donc là un corps différentiel. Donc là, nous pouvons voir ici plus concrètement comment se matérialisent les différents organes de l'outillage qui permettent les mouvements. Donc avec ici pour le cas du vilebrequin 2 cylindres pour lequel je vous ai présenté la simulation juste avant, où on peut voir sur la vue du dessus à droite le bloc de renvoi qui permet de venir refouler le corps de la pièce, enfin de l'ébauche, au travers donc d'un bloc de renvoi que l'on peut voir sur la photo, qui lui sera composé de deux coins qui viendront entrer en mouvement et permettre l'avance du poinçon de refoulement. Sur la vue du dessous, donc qui fait le lien avec les différents plateaux qui permettront le séquençage des opérations au travers de ressorts, donc qui sont ici des ressorts à gaz, mais qui, en fonction des applications et des moyens qui seront mis en œuvre, qui pourront être différentes technos de ressorts également, qui pourront aller du ressort piloté où on pourra régler très finement les niveaux d'effort pour permettre le séquençage, ou qui passeront, comme dans l'exemple, également par des ressorts qui seront dimensionnés en fonction de l'effort du forgeage pour également permettre un séquencement correct. Le second aspect sur lequel nous avons travaillé pour développer cette technologie avec les industriels a consisté à caractériser l'usure. Pour ce faire, nous avons développé un outillage de caractérisation qui permet, qui comporte un élément qui simule l'effort de forgeage et où on retrouve le bloc de renvoi pour lequel nous pourrons avoir différentes combinaisons de matériaux qui seront caractérisés afin de voir comment ils évoluent en fonction des cycles de forgeage. Donc, l'approche que l'on peut avoir au niveau de ce procédé qui a pu être développé avec les industriels de la profession forge consiste à aborder le cas déjà de façon, on va dire, traditionnelle par une définition de gamme et l'identification des besoins machines par emploi de la simulation numérique, tel que vous avez pu le voir. On travaille dans un premier temps par une prédiction de gamme traditionnelle qui nous permettront ensuite de réaliser une conception outillage qui prendra en compte les standards des installations et qui devront, où l'un des objectifs qui sera fixé sera de pouvoir être intégré au sein de l'environnement machine en termes de système de renvoi et de séquençage
avec la prise en compte d'un environnement machine tel que les tables, les courses ou encore les efforts disponibles sur la presse, qui nous permettront d'accompagner l'industriel jusqu'à l'industrialisation de la techno sur son application et la qualification du process. Donc voilà pour ce premier procédé efficient qu'est le forgeage multidirectionnel. Maintenant, je vais vous parler de forgeage en conditions quasi isothermes. Alors, cette seconde thématique sur laquelle nous avons également travaillé avec les industriels de la commission est une techno qui permet de gagner en durabilité sur les outillages, mais également en qualité sur les produits. Comment on atteint ces objectifs? Au travers de sollicitations thermiques, au travers d'une réduction des sollicitations thermiques des outillages, d'une atmosphère, d'une ambiance de presse moins oxydante qui viendra également moins contraindre les outillages, d'une maîtrise métallurgique des pièces, d'un allongement de la plage de forgeabilité et enfin d'une réduction du nombre de chaudes qui sera lui-même permis d'ailleurs par l'allongement de la plage de forgeabilité. En fait, le forgeage en conditions quasi isothermes est une déclinaison du forgeage purement isotherme qui a été développé il y a déjà quelques temps par les forgerons, mais qui reste très peu développé en raison de sa complexité de mise en œuvre et qui se limite aujourd'hui à quelques applications pour l'aéronautique uniquement. L'objectif ici, enfin l'idée plutôt, est de travailler à des températures légèrement inférieures aux températures de forgeage des alliages de titane ou encore des bases nickel, c'est-à-dire à des températures de l'ordre des 800 ou 900 degrés. Pour avoir accès à des nuances outillage qui seront malgré tout performantes, mais mieux maîtrisées et que l'on trouvera sur le marché à des coûts plus raisonnables. Et également d'avoir accès à des solutions de chauffe et d'isolation épurées, je dirais, sur le marché que l'on pourra mettre en œuvre sur l'outillage qui sera développé. Et enfin, de s'abstenir de l'atmosphère de presse très contraignante qu'on pourra avoir, enfin qu'on devra mettre en œuvre dans des conditions de forgeage purement isothermes, où là, nous aurons la possibilité, au vu des niveaux de température, de travailler sous atmosphère standard. Donc, nos travaux ont débuté par une première séquence d'identification des solutions, que ce soit en termes de chauffe ou d'isolation qui pourraient être mises en œuvre au sein de l'outillage. Donc, pour ce qui est des solutions de chauffe, on a balayé et identifié tous les paramètres qui viendraient entrer en jeu dans le choix d'une techno ou l'autre et qui vont passer par l'induction, les solutions à gaz ou électriques, donc qui ont pu être confrontées en termes de coûts, de facilité de mise en œuvre, l'aspect sécurité, homogénéité de chauffe et enfin, un des points clés, donc la température d'utilisation. Pour ce qui est des solutions d'isolation, donc là, on a confronté les différentes possibilités que nous avons identifiées et qui avaient été déjà un petit peu explorées, que ce soit au niveau CETIM ou par les industriels, que nous avons comparé en termes de résistance à la corrosion et conductivité thermique à des températures d'utilisation données par les fournisseurs. Et enfin, bien évidemment, les nuances outillage. Donc, comme je le disais précédemment, l'idée étant de pouvoir développer des nuances outillage, enfin de travailler avec des nuances et outillage déjà industrialisés et plus facilement accessibles, pour lesquels nous avons identifié les bases nickel, que ce soit l'Inco 718 ou le N18 qui provient de la métallurgie des poudres,
Et enfin, donc, d'autres alternatives que pourraient être les carbures. Donc, au travers de nos travaux, nous avons ensuite pu déployer une méthodologie que nous pourrions proposer de renouveler dans le cadre d'un accompagnement plus spécifique, qui consiste dans un premier temps à caractériser les différentes solutions. Donc ça, c'est des travaux préparatoires que nous avons pu mener dans le cadre des travaux du CETIM, et qui pourrait tout à fait être utilisé en tant que retour d'expérience sur des cas d'application autres, qui ont consisté, donc là on a un exemple de montage qui met en œuvre différentes solutions. Diverses alternatives ont été testées et ont permis d'évaluer les capacités de chauffe et d'isolation des solutions qui étaient envisagées au travers de cet outillage qui était instrumenté à différents niveaux. Donc, cette première phase a permis d'anticiper et de développer un outillage plus industriel, sur lequel nous avons travaillé dans un premier temps en termes de capacité, je dirais, de chauffe et de fonctionnement en régime établi, au travers de simulations thermiques, donc, comme on peut voir sur les différentes figures, illustrations à l'écran, où les résultats de simulation ont permis de valider une conception et de définir une puissance de chauffe nécessaire pour obtenir la température souhaitée dans les zones actives de l'outillage, sans venir mettre à défaut les zones qui, elles, seront plus sensibles, qui va être l'environnement de la presse, donc où on a fixé des conditions aux limites au niveau des tables de la presse pour pouvoir travailler sereinement, et où on a évalué la capacité de chauffe, mais également du coup, les différents produits isolants qui seront empilés sur l'outillage lors du fonctionnement. Et donc, comme je l'évoquais également, un régime établi qui a pu être validé, où on a évalué des ouvertures de presse avec des temps de maintien de l'ébauche sur l'outillage, pour pouvoir voir l'impact et mesurer le rééquilibrage de l'outillage entre chaque presse. Enfin, une étape de conception outillage et d'industrialisation, où à ce niveau, nous avons pu finaliser notre conception outillage et valider d'un point de vue sollicitation mécanique que celui-ci serait compatible avec ce que nous avons envisagé. Donc, au travers de simulations thermomécaniques, qui ont permis de voir, donc là plus précisément, de refoulement de lobins, mais également de cas d'application plus précis, comment se comportait l'outillage en usure. Avec une dernière étape d'industrialisation sur laquelle nous travaillons actuellement, avec le déploiement de l'outillage et des phases d'essai de prototypes en cours. Donc voilà pour le procédé de forgeage quasi isotherme. Je vais laisser la main à mon collègue Pierre Crumpy pour la suite de l'exposé. Ok. Donc, je vais enchaîner sur le forgeage multimatériaux. Dans la partie procédé, je vais vous parler d'un projet qui a été mené en partenariat entre le CETIM et l'ENSAM de Metz. Nous avons, comme certains d'entre vous le savent peut-être, un laboratoire commun CETIM-ENSAM de Metz qui nous permet de mener à bien ce type de travaux, ce type de projet. L'objectif de ce type de conception ou de réalisation de pièces multimatériaux, c'est de mettre le bon matériau au bon endroit. C'est-à-dire de
pouvoir apporter une solution multimatériaux qui permettra de réduire, par exemple, les coûts en mettant des matériaux moins chers aux endroits où on n'a pas besoin d'avoir une qualité suffisamment autant importante que sur le reste de la pièce. Ça permet également de réduire le poids en associant des matériaux avec des masses volumiques inférieures. Et puis, ça permet aussi d'améliorer la fonctionnalité du produit. On peut apporter de nouvelles fonctions par un autre matériau. Et dans ce cas-là, ça peut également permettre de réduire le coût puisqu'on peut réduire l'ajout de fonctions qui est fait habituellement par assemblage. On peut envisager de le faire directement en produisant la pièce, en rajoutant directement la fonction lors de la production. La question qui s'est posée, bien évidemment, c'est comment fabriquer des pièces multimatériaux. Donc pour ça, on a identifié 3 voies différentes. La première voie qui consiste à prendre un lopin, à le forger et à assembler ensuite l'élément dans un autre matériau sur cette pièce forgée, qui est la voie, on va dire, on pourrait qualifier de la plus traditionnelle. Ensuite, une autre solution qui consiste à partir de 2 lopins, donc 2 matériaux différents ou plusieurs matériaux, de les assembler et ensuite de les forger. Et puis la dernière solution qui consiste à assembler les 2 éléments lors du forgeage, par l'opération de forgeage, de façon à faire un assemblage lors du forgeage et avoir un forgeage et assemblage simultané. Et c'est cette voie-là qui a été choisie dans le cadre de notre projet. Donc l'objectif, c'est bien de fabriquer des pièces multimatériaux par le procédé de forgeage-assemblage, de façon à obtenir la géométrie externe de la pièce multimatériaux et une bonne répartition des matériaux, puisque ça aussi c'est important, on a besoin d'avoir le bon matériau au bon endroit, et puis aussi d'avoir une très bonne liaison à l'interface des matériaux pour assurer les propriétés attendues, que ce soit des propriétés de tenue mécanique ou des propriétés de conductivité ou autres. Et donc, pour réaliser la liaison à l'interface des matériaux, on a besoin de déterminer les conditions thermomécaniques qui sont nécessaires pour avoir cette bonne liaison métallurgique par forgeage. Et c'est ce qui a fait l'objet de nos travaux. Donc, pour ça, on s'est basé sur des applications qui ont entraîné des choix de couples matériaux. Et ces applications sont basées sur des cas réels, des pièces du secteur automobile, du secteur aéronautique ou du secteur électricité, avec chaque fois des objectifs différents, des objectifs de réduction de coûts ou de gain de poids ou d'économie de coûts et de matière. Et donc ces couples matériaux qui sont l'acier au carbone, l'acier allié, ou le couple alliage de titane-acier pour le gain de poids, ou l'alliage aluminium-cuivre pour le secteur électricité, donc pour faire des économies de coûts en réduisant notamment la quantité de cuivre sur la pièce. Donc, sur ces trois applications, en fait, l'objectif, c'était pas de produire les pièces. L'objectif, c'était vraiment de déterminer les besoins de chacune de ces applications pour pouvoir travailler sur ce besoin. Et les premières difficultés qu'on a rencontrées, c'est de savoir comment appliquer une pression suffisante à l'interface, comment avoir suffisamment d'expansion plastique de la surface de contact et comment contrôler cette vitesse et la distance de glissement à l'interface pour assurer la liaison. Dans la littérature, on a trouvé des travaux qui avaient été menés sur le sujet qui nous ont déjà aiguillés sur le mode de diffusion. Comme on le voit sur la vue à gauche, vous avez une illustration de la couche de calamine d'alumine à l'interface cuivre-aluminium et on voit lors de l'accroissement de la surface, les déplacements de matière à l'interface permettent d'avoir un déchirement de cette couche d'alumine qui permet d'avoir de la diffusion et qui permet d'obtenir une liaison à cette interface. Et bien sûr, cette difficulté, on doit la résoudre pendant tout le process qui comprend la chauffe, le forgeage et également le refroidissement de la pièce. Il est nécessaire de prendre en compte tous ces aspects-là pour pouvoir assurer cette liaison. Donc ça nous a entraîné l'identification de 4 difficultés principales
La première, c'est la différence de contraintes d'écoulement entre les matériaux. On va associer des matériaux qui n'ont pas du tout ou qui peuvent avoir des contraintes d'écoulement, disons, qui sont différentes. Donc, on imagine bien que lors de la mise en forme, ça va entraîner une difficulté pour assurer la bonne géométrie qui est attendue. Et puis, pour assurer aussi l'accroissement de surface sur les deux matériaux. L'autre difficulté rencontrée, c'est la présence ou la formation de couches d'oxyde à l'interface qui peuvent, comme on l'a vu sur la diapo précédente, perturber la liaison au niveau de l'interface et empêcher la diffusion. Et puis la formation d'une couche intermétallique fragile à l'interface, surtout par exemple pour ce qui concerne le titane. Et puis la différence de coefficient de dilatation thermique entre les matériaux qui n'arrange pas les choses bien sûr, puisque cette différence de coefficient de dilatation thermique peut entraîner des problèmes lors du forgeage, mais aussi lors du refroidissement. Et donc ces difficultés ne sont pas identiques selon les couples de matériaux. Vous avez ici dans le tableau les difficultés, le niveau de difficulté que nous avons identifié en fonction du couple de matériaux. Si on est sur un acier-acier, on a un peu moins de problématiques que si on est par exemple sur un alliage de titane-acier où là on va avoir des problèmes d'intermétallique et puis des problèmes de dilatation thermique puisqu'on n'est plus sur les mêmes matériaux et également sur les alliages aluminium-cuivre où on va rencontrer aussi des grosses difficultés notamment liées aux différences de contraintes d'écoulement mais aussi à la présence d'oxyde, d'intermétallique et puis des problèmes de dilatation thermique et de différence de dilatation thermique entre les deux matériaux. Et donc pour travailler sur ces différents couples matériaux, on a mis en place des essais expérimentaux. Donc pour le couple titane-acier, nous avons mis en place un test, enfin un essai qui a consisté à refouler les deux lopins à des taux de refoulement différents en testant différents couples matériaux, donc titane-titane, titane C55 ou titane C10. Ces matériaux étaient lors du forgeage dans un conteneur pour limiter l'oxydation avec un gaz neutre dans le conteneur. Donc le conteneur était fermé en emprisonnant le gaz à l'intérieur, fermé par brasage. Pour le couple aluminium-cuivre, donc nous avons mis en place un essai qui consistait dans un premier temps, à enfoncer un clou, ce qu'on appelait un clou en cuivre dans une pièce en aluminium, et ensuite à faire filer les deux dans une filière, à extruder une partie de ce couple matériau dans la filière. En jouant là aussi sur différents paramètres qui sont notamment les angles de la pièce en cuivre qui vient pénétrer dans la pièce en aluminium. Pour la partie acier-acier, donc on est parti sur un acier carbone C45 avec un acier bas carbone 25 CRMO4. On a mis en place là par contre trois essais différents. Un premier essai de refoulement, un essai de double poinçonnage et puis de la co-extrusion. Donc avec pour l'essai de refoulement des taux de refoulement différents, des taux de réduction différents pour pour le double poinçonnage et puis des taux de réduction différents également pour la co-extrusion. Également des conditions de forgeage avec du mi-chaud et du chaud, de façon à identifier l'importance de la température aussi pour établir la liaison métallurgique, sous différentes protections, donc sous atmosphère ou en conteneur pour ce qui est du refoulement, comme illustré ici sur la photo. Malheureusement, on ne pouvait pas mettre en place de conteneurs sur les autres tests. Et puis, tout ça sur une presse hydraulique avec une vitesse de forgeage de 30 mm par seconde. Donc, les résultats ont été les suivants. Pour ce qui est du poinçonnage ou double poinçonnage, on s'aperçoit qu'on a des résultats qui sont variables selon la localisation sur la surface. On a identifié 3 zones ici, A, B et C, où on s'aperçoit qu'on arrive à avoir une liaison à l'interface dans la zone A, la zone centrale,
parce que c'est la zone où on a bien sûr la plus grande déformation, c'est la zone où on a constaté une recristallisation puisqu'on a un raffinement du grain, donc c'est la zone où on a pu avoir aussi une cristallisation de toute l'interface. Ce qui n'est pas vrai dans les zones extérieures où on a moins de déformation et où on voit encore la présence d'une couche d'oxyde qui nous a empêché d'avoir la liaison attendue au niveau de cette interface. Et bien entendu, ces essais-là ont été en parallèle simulés de façon à identifier, à faire un parallèle entre ce qui est mesuré lors de la simulation, qui est l'expansion de surface, et la contrainte normale, donc la pression au niveau de la surface, de façon à rapprocher et à corréler les conditions d'interface qui apportent une bonne liaison et les comparer pour pouvoir faire du prédictif après au niveau de la simulation. Donc, ces essais ont été faits à différents taux de réduction et on s'est aperçu que pour avoir une liaison, il fallait atteindre des taux de réduction de 70 ou 80%. Au niveau de la coextrusion, on a procédé de la même manière, c'est-à-dire qu'on a aussi identifié les différentes zones de notre pièce co-extrudée de façon à pouvoir rapprocher ces résultats de la simulation numérique pour pouvoir définir quelles sont les bonnes conditions d'expansion de surface et de pression de contact qui nous permettent d'avoir une liaison au niveau de l'interface. Et la liaison au niveau de l'interface a été vraie alors de façon plutôt ponctuelle, puisqu'on avait une couche d'oxyde qui a été fragmentée et qui a permis cette liaison. Et comme on le constate sur la vue de droite, on a réussi à obtenir une liaison dans certaines zones, mais c'est en pointillé, en fait, on n'a pas de liaison complète. Mais malgré tout, on est arrivé à atteindre des conditions où on avait la liaison, et notamment pour ce qui est de l'extrusion à mi-chaud. Puisque bien entendu, on avait moins d'oxyde, donc moins de difficultés à établir cette liaison. Pour le refoulement, donc les essais de refoulement ont été faits à 900 degrés. Le refoulement, je vous le rappelle, c'était sur du titane-acier. Donc les résultats nous ont montré que la liaison est fragile, puisque l'analyse de la surface de rupture nous a montré un transfert de matière avec des liaisons locales, mais aussi la présence d'une couche de TIC à l'interface, donc d'oxyde de titane, qui rend cette liaison extrêmement fragile. Malgré le forgeage en conteneur, on a quand même ces problématiques d'oxydation aussi au niveau de la surface. Et puis pour ce qui est du cuivre aluminium, donc là aussi on a mené une étude paramétrique en faisant varier l'angle de cône au niveau du cuivre et puis la température. La conclusion, c'est que la liaison est fragile dans la zone conique, c'est-à-dire la zone où on a le moins de déformation. On a une pression élevée, mais on a moins de déformation. Et dans la zone d'extrusion, où on a en plus une élévation de la température, on a une liaison moins fragile dans cette partie-là. Donc, nos conclusions générales sur ce projet-là, c'est que la fabrication de pièces par liaison au forgeage nous a entraîné à mettre en œuvre 3 études de cas. Donc, pour de l'acier au carbone et de l'acier allié, un alliage de titane et de l'acier au carbone et puis d'aluminium cuivre, avec différents essais, refoulement, extrusion, poinçonnage, et puis l'essai qu'on a appelé clouage pour le cuivre aluminium. Et donc nos principales conclusions là-dessus, c'est que la liaison métallurgique, on l'a obtenue dans chaque cas, mais avec un niveau de fragilité plutôt important dans certains cas, en raison de la formation de composés intermétalliques pour ce qui est du cas aluminium-cuivre ou de carbure pour le cas titane-acier. Donc cette liaison qu'on a obtenue, elle a bien sûr des propriétés qui sont moindres que celles qu'on aurait eues sur un monomatériau. Par contre, elles sont peut-être suffisantes dans certains cas, ça resterait maintenant à définir. Et ce qu'on a conclu aussi, c'est que pour obtenir une bonne dispersion des oxydes qui permet d'obtenir la liaison, il faut obtenir une expansion de surface vraiment suffisante. Et pour arriver à avoir cette expansion de surface, par forgeage, ça risque d'être difficile parce que, comme on l'a vu sur les différents essais, ça entraîne des défauts de déformation très importants.
Et là, on était sur des pièces simples puisqu'on s'est concentré sur l'interface. Si on était sur des pièces plus complexes, on aurait besoin de vraiment définir où se situe cette interface de façon à s'assurer qu'elle est dans des zones où on aura l'accroissement de surface important, suffisamment important pour fragmenter cette couche d'oxyde et obtenir la liaison métallurgique. Donc les perspectives pour la suite maintenant, c'est de réaliser cette liaison avant formage. On s'est aperçu que réaliser la liaison lors du formage, ça pouvait être dans certains cas très compliqué. Donc pour ça, on envisage plutôt d'établir cette liaison par coulée ou par rechargement ou par fabrication additive et forger ensuite les deux composants liés avant forgeage. Et puis, comme je le disais aussi, c'est d'évaluer les propriétés de ce qu'on a déjà obtenu, parce qu'une liaison métallurgique partielle, ça peut être suffisant dans certains cas. Ça peut être suffisant dans certains cas où on a besoin d'une tenue mécanique qui n'est pas non plus très importante, ou dans le cas où on a besoin, par exemple, d'une conductivité électrique qui n'est pas non plus très importante. Ça peut être suffisant, l'interface qu'on a obtenue. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Stéphane pour la suite. Donc maintenant, je vais vous parler de mesure et d'analyse de la donnée produit. Donc on a vu que l'aspect maîtrise de la qualité est également quelque chose de majeur au travers des exigences qui peuvent être rencontrées par les industriels au travers des donneurs d'ordre. Et pour ce faire, donc le CETIM a travaillé sur différentes technos de contrôle innovants. La première que je souhaiterais vous présenter est le démonstrateur COTRA. COTRA pour contrôle en temps réel avancé. Donc c'est un démonstrateur qui met en œuvre différentes technologies de contrôle émergentes, enfin de contrôle CND émergente, qui permet d'assurer un contrôle à 100% et en temps réel, et qui allie différentes technologies telles que le 3MA ou la LIPS, et qui va nous permettre derrière de récolter des données produits et d'évaluer sa conformité en termes de profondeur de segmentation, de dureté ou encore de taux de carbone. Donc, il s'agit d'un outil qui a été développé dans le but de pouvoir assurer des contrôles qualité de production. Et je dirais que la mission a été bien remplie. Il est totalement automatisé et permet de fonctionner en temps réel à 100% avec un temps de cycle réduit, donc de l'ordre de 20 secondes. Et l'intérêt, donc comme je l'évoquais également en début de présentation, l'idée est de pouvoir, derrière, dans la transformation des industries, des industriels de la forge vers l'industrie du futur, de pouvoir traiter des données produits et de les capitaliser pour pouvoir derrière travailler sur les paramètres process en les traitant au plus près de la génération de la donnée brute, en remontant les informations vers un cloud et en pouvant visualiser les données à distance. Donc, il s'agit également d'un outil de contrôle qui a été étudié de façon modulaire. Donc aujourd'hui, on a pu voir qu'il y avait deux technos de contrôle qui étaient identifiés, qui étaient le 3MA et la LIPS, mais pourrait tout à fait envisager d'autres contrôles qui permettent d'avoir une vision globale de la conformité de la pièce. Et avec un interface homme-machine également ergonomique. Donc, deux technos intégrés dans ce démonstrateur. La première techno est le 3MA. Donc, rapidement, il s'agit d'une techno qui associe elle-même, qui se décompose par l'association de 4 technologies magnétiques qui s'étalonnent par l'intermédiaire de pièces de référence qui permettront de capitaliser et de pouvoir contrôler les pièces par la suite.
et qui permet d'évaluer des propriétés intrinsèques aux matériaux, telles que la profondeur de cémentation, de nitruration ou encore des duretés et des filiations, des brûlures de rectification ou encore des contraintes résiduelles. La deuxième technologie embarquée va être la LIBS pour le Laser Induced Breakdown Spectrometry. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'une analyse spectrométrique qui se fera à partir d'un tir laser pulsé qui permettra d'obtenir un plasma. Celui-ci sera peu invasif, donc on aura un petit cratère de d'un dixième de micron, de quelques dixièmes de micron qui viendra se former en surface. Donc pour des pièces de forge brutes qui seront résinées, ça ne sera pas du tout problématique et qui permettra d'avoir une mesure précise de la composition chimique du matériau sur un élément bien précis ou sur plusieurs éléments chimiques déterminés. Et on pourra l'utiliser pour différentes applications telles que le contrôle qualité, le tri, mais également la réalisation de cartographie pour, par exemple, mettre en évidence des ségrégations sur certains matériaux. Et donc, pour un petit peu illustrer ça, vous avez une vidéo qui démarre. C'est un démonstrateur de technologies émergentes qui permet de remplacer un contrôle biologique qui aujourd'hui est destructif. Grâce à ces technologies, nous pouvons maintenant contrôler. Oui, désolé, je mets juste le son un petit peu plus fort. Je ne sais pas si vous entendez bien. Du coup, je remonte. Voilà. Désolé. Oups, là. C'est un démonstrateur de technologies émergentes qui permet de remplacer un contrôle qui jusqu'à aujourd'hui est destructif. Grâce à ces technologies, nous pouvons maintenant contrôler à 100% en temps réel, c'est-à-dire dans le flux de production, sans détruire les pièces, à la fois la profondeur de ce traitement et la teneur en carbone de ce traitement thermochimique. On a une première technologie qui s'appelle le 3MA, qui est une combinaison de contrôle magnétique et qui permet de contrôler une profondeur de traitement thermochimique d'une pièce ainsi que sa dureté. La deuxième technologie, c'est une technologie qu'on appelle LIBS et qui est laser et qui permet de contrôler la composition chimique du matériau. Ok, désolé. Donc voilà pour le démonstrateur Cotra. La seconde technologie que je souhaitais vous présenter aujourd'hui est la thermographie infrarouge par induction. Donc une deuxième technologie innovante qui se prête bien au contrôle des pièces forgées, car il va permettre d'avoir un contrôle global et sans contact, la possibilité de robotiser et d'avoir une sanction en automatique de la pièce, mais également de mettre en évidence des défauts surfaciques et sous-jacents, et d'avoir des temps de cycle qui seront compatibles avec des cycles de forgeage, on va dire, donc de temps qui seront compatibles avec du contrôle à 100%. Et enfin, donc on parlait d'empreinte environnementale en début de présentation. Il s'agira là d'une alternative également au contrôle magnétoscopique et reçuage qui mettent en œuvre des produits nécessitant de gérer leur recyclage et qui seront du coup la technologie de thermographie infrarouge par induction sera elle bien plus intéressante de ce point de vue-là. Désolé, oui, voilà. Et c'est qui avait du mal à avancer.
Donc, le principe de fonctionnement va consister à avoir une excitation thermique de la pièce que l'on souhaitera contrôler afin de générer un flux de chaleur qui, en présence d'une indication, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus, que ce flux de chaleur viendra être perturbé et permettra de mettre en avant la présence d'un défaut qui, lui, sera analysé au travers d'une réponse thermique par emploi d'une caméra thermique et permettra donc de mettre en évidence le défaut sur un écran, tel qu'on peut le voir pour les cas d'application qui ont été mis en évidence sur cette vue. Donc, la détection du défaut de surface a pu être, cette méthode a pu être appliquée à des tulipes et a permis de mettre en évidence les défauts de surface après mise au point. Au travers de la méthode d'excitation par induction. Pour ce faire, le contrôle se fait en 3 étapes. Donc, on va, je dirais, cartographier l'ensemble de la pièce par des prises à 120 degrés, donc sur ce cas d'application qu'est la tulipe, et permettra donc de venir remplacer ici un contrôle visuel qui sera plus robuste pour détecter des replis de forge superficiels. Et à noter donc que seule la partie basse de la pièce est contrôlée, doit être contrôlée, ce qui a permis donc d'avoir d'utiliser le fût pour réaliser la manutention au travers d'un robot et de pouvoir automatiser complètement l'opération. Donc, d'un point de vue plus concret, donc la mise en évidence des replis de forge se fait au travers de 3 acquisitions de 160 millisecondes, donc en un temps réduit, avec une part très importante, rien que pour la partie chauffe par induction. Donc, un contrôle qui peut être réalisé, je veux dire, quasi instantanément. Un traitement fréquentiel qui est réalisé pour chaque acquisition et qui permet d'obtenir une image de phase et une sanction donc qui se fait en automatique à partir donc du traitement de l'image par la caméra, qui permettra d'avoir une très bonne visualisation et une mise à l'écart des pièces jugées non conformes. Donc, un déploiement qui s'est fait au travers de 2 étapes. Dans un premier temps, nous avons travaillé sur le développement d'une preuve de concept avec une conception qui met en œuvre un inducteur refroidi, un maintien avec des tulipes et une mise en rotation au travers d'un robot collaboratif, et la sanction automatique obtenue par l'intermédiaire du traitement d'image, qui permet donc d'avoir derrière une communication entre le système de contrôle et le robot et les pièces mauvaises qui sont écartées. Puis, dans un second temps, nous avons développé pour l'industriel qui souhaitait mettre en œuvre ce contrôle une cellule totalement automatisée, donc qui permet d'avoir un contrôle à partir de la dépose des tulipes sur une table d'accumulation qui seront elles-mêmes convoyées par un système linéaire vers le robot qui, lui, pourra gérer la position de la tulipe et son orientation et viendra la mettre dans la bonne position devant la caméra pour pouvoir effectuer et couvrir l'ensemble de la pièce correctement, avec une éjection de la pièce en automatique si elle est jugée non conforme. Donc ici également, donc on a une illustration de cette cellule.
Donc voilà, une cellule qui a été mise en œuvre pour NTN, donc un industriel forgeron. Et au terme de 9 mois de production, nous avons pu établir un retour de la phase d'industrialisation où le temps de cycle, un temps de cycle très faible a pu être confirmé. Donc là, on peut voir l'ordre de 7 secondes avec une part importante liée à la manutention. 800 000 tulipes qui ont pu être contrôlées et aucun retour qui a pu être fait, enfin qui a été fait en termes de non-conformité détectée chez son client. Donc voilà pour les technos de contrôle innovant. Je laisse la main à Pierre pour la suite de la présentation. Alors, je me permets juste de rappeler qu'il reste normalement assez peu de temps avant de passer aux questions. Voilà. Ok. Donc, on va aborder maintenant la maîtrise du procédé. Et bien évidemment, quand on parle de maîtrise du procédé, on pense tout de suite à la simulation, puisque la simulation permet de maîtriser le procédé. Comment? Pourquoi on simule? Déjà pour observer des phénomènes qui seraient difficiles, voire impossibles à analyser en conditions réelles, puisqu'il y a des choses qui sont infaisables, de par aussi les coûts et les délais. Pourquoi on simule? C'est aussi pour aider à la conception. C'est pour faire de l'analyse quand on a besoin d'analyser un problème rencontré ou un problème récurrent. Et c'est aussi un outil de communication. Ça permet aussi de montrer les choses plus clairement, notamment pour dialoguer avec les clients. Comment on simule? Jusqu'en 2000, ça a été de la simulation avec matériaux modèles, la plasticine, que certains d'entre vous connaissent très bien. Et puis depuis environ 1990, depuis les années 90, c'est la simulation numérique qui a pris le relais. La simulation numérique, c'est déjà des besoins. On a besoin d'avoir des connaissances métiers. Il serait un peu illusoire de vouloir faire de la simulation numérique si on ne connaît pas la forge, parce qu'on a besoin de maîtriser son process déjà, de pouvoir le définir, et puis on a besoin aussi d'assurer la qualité des données d'entrée, et ça passe par une connaissance du métier. On a besoin aussi d'avoir de très bonnes connaissances de l'outil de simulation. On a besoin de connaître les possibilités et les limites des logiciels et des moyens qui sont mis à disposition, de façon à pouvoir choisir et définir les modèles adaptés pour avoir un bon compromis entre la précision qu'on va obtenir à terme après notre calcul et le temps qui va être nécessaire pour faire ce calcul. C'est aussi une démarche qui demande un esprit critique, parce qu'il est bien sûr impossible de simuler parfaitement la production en atelier, puisqu'en atelier, il y a des variabilités, des aléas, de l'usure. Sur un modèle numérique, on est dans un état où on est plutôt avec des valeurs génériques qui sont figées. Il y a aussi le fait qu'on a une approximation qui est liée à la limite des modèles et au fait qu'on passe par une discrétisation. Et puis, il y a une étape importante qui est l'analyse des résultats, puisque selon la pertinence qu'on va avoir dans cette analyse, on peut tirer de mauvaises conclusions. Et un autre point important dans cette démarche, c'est les échanges entre l'atelier et le BE qui va utiliser la simulation numérique de façon à avoir une très bonne adéquation entre le modèle et la réalité, et puis à s'assurer de la précision des résultats, donc des résultats obtenus. Le contexte dans lequel on va se trouver, c'est des caractéristiques d'une opération de forge qui sont un problème multiphysique couplé, puisqu'on a à la fois de la mécanique, de la thermique, de la métallurgie. On est confronté en forge à des grandes déformations plastiques, et puis à la problématique contact outil-matière, qui est difficile à caractériser, qui évolue dans le temps et qui évolue aussi pendant la mise en forme. Le contexte et aussi les caractéristiques de la modélisation numérique, le fait qu'on passe par une discrétisation, donc par des modèles éléments finis, discrétisation géométrique, et puis des calculs incrémentaux qui sont liés à la discrétisation en temps. On est sur des calculs non linéaires, et puis, comme je le disais, on est sur un cas idéalisé. Donc, tous les paramètres sont parfaitement définis. On est sur un outil neuf qui n'a pas de jeu. Dans la réalité, cet outil va s'user. Il y a des jeux qui vont se créer. Il y a des positionnements qui seront différents. Les avantages de la simulation,
c'est qu'on va pouvoir l'utiliser à chaque étape d'un projet. On va pouvoir l'utiliser déjà au moment du devis pour être sûr de la faisabilité de ce qu'on va proposer et être sûr du prix qu'on propose et de la rentabilité de ce qu'on est en train de vendre. Donc ça va nous aider dans le choix de la gamme. Alors je dis bien dans le choix de la gamme, mais pas dans la définition de la gamme ou du procédé, et puis dans l'évaluation de la puissance nécessaire pour être sûr qu'on choisit la bonne machine. Ça va nous aider la simulation aussi dans la conception, dans la validation, l'optimisation de gamme, notamment pour de nouvelles pièces, puisque ça va permettre de réduire les temps de mise au point, d'optimiser dès le départ l'engagement matière, le nombre d'opérations, d'anticiper pour éviter les défauts et du coup de travailler aussi sur le prix de revient par la même occasion. Ça permet d'améliorer la productivité, donc ça c'est pour les pièces existantes, en améliorant la compréhension et la résolution de problèmes récurrents, puisque la simulation nous permettra de mieux comprendre ce qui se passe en réalité lors du forgeage. Ça nous permet également d'accroître la durée de vie des outillages par la réduction des sollicitations dans les outillages. Ça nous permet de réduire les risques de défaut et donc de réduire les rebuts, et puis de réduire l'engagement matière en minimisant cet engagement matière et du coup, par ce biais-là, de réduire les coûts de la pièce. Donc ça nous permet de mieux comprendre les procédés en ayant une analyse détaillée des phénomènes. Ça nous permet d'accéder à des résultats qui sont inaccessibles aux mesures, c'est-à-dire déjà par la simulation, on pourra avoir accès très rapidement à des évolutions métallurgiques de la matière qui nécessiteraient de forger les pièces et de faire des analyses poussées ensuite pour obtenir les mêmes résultats. Ça nous permet également de faire de l'analyse inverse. Et puis de faire de la capitalisation, puisque ça va nous permettre de pouvoir accroître nos connaissances des procédés. Ça favorise aussi l'innovation, puisque ça va permettre de multiplier les essais virtuels de façon à s'assurer de faire les bons choix et puis d'oser des sauts technologiques. Bien souvent, on se limite en termes d'essais ou on n'ose pas faire des évaluations de solutions technologiques parce que ça a un coût important. Ça oblige d'arrêter la production, alors que la simulation permet de faire ça à un coût nettement réduit sans arrêter la production. En tout cas, ça permet de minimiser le nombre d'essais, même si ça limite pas tous les essais. Et puis, c'est aussi un atout commercial puisque ça peut permettre d'améliorer l'argumentation et puis d'illustrer ce qu'on propose. Et ça renforce la crédibilité puisque ça montre aussi que ce qui est proposé a déjà été vérifié et optimisé. Au niveau des apports, ça permet de réduire la mise au point en améliorant la productivité, en améliorant les coûts de revient, en faisant baisser les coûts de revient. Ça permet de mieux comprendre les mécanismes d'écoulement pour mieux les appréhender. Et puis, c'est aussi une aide à l'innovation. Par contre, il y a bien sûr des limites. Il faut tenir compte des hypothèses du modèle. En fait, un modèle est basé sur des hypothèses. Ça doit servir de support à la réflexion, mais ça ne remplace pas l'expérience et les connaissances du métier. Et donc, en synthèse, c'est un outil d'aide à la conception, mais ce n'est pas un outil qui va assurer la conception. C'est simplement de l'aide à la conception et ça n'empêche pas l'expérience qui est nécessaire pour faire cette conception. Les perspectives, c'est de pouvoir simuler tout le processus, de la coulée jusqu'au traitement thermique et faire le calcul final de la pièce pour assurer sa tenue en service, son dimensionnement et sa tenue en fatigue. Donc tout ça est faisable. Les perspectives dans la forge du futur, c'est de pouvoir mettre tout ça en œuvre de façon à ce que tout s'enchaîne correctement d'un point de vue numérique. C'est pouvoir faire dialoguer éventuellement, si on a besoin de plusieurs logiciels, pouvoir les faire dialoguer entre eux, ou si on est sur un même logiciel, pouvoir avoir les données nécessaires à alimenter chacun de ces calculs. L'objectif étant de pouvoir garantir une tenue en service et une tenue en fatigue en se basant sur tout l'historique de la pièce qui va de la coulée à la préparation du semi-produit par laminage, le débit, la mise en forme, le traitement thermique et donc le calcul final. Et donc au CETIM, nous proposons des accompagnements liés à la simulation numérique par la définition et la validation et l'optimisation de vos processus, en simulant et en analysant les résultats,
en apportant une expertise métier, notamment dans la définition de gamme, dans la conception des outillages, et puis par l'analyse des sollicitations de l'outillage en permettant l'augmentation de leur durée de vie. Voilà pour la partie simulation numérique. Ensuite, pour la partie maîtrise du procédé, on a aussi des travaux en ce moment sur la fabrication additive pour les outillages de forge. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser le potentiel de la fabrication additive pour ajouter des fonctions à l'outillage et accroître ainsi ses performances. Donc pour ça, on s'est basé sur l'étude de cas industriels avec pour objectif de démontrer l'intérêt technique et économique de ces applications. Les premiers cas d'application sur lesquels on a eu l'occasion de travailler sont deux outils sur lesquels on avait pour objectif d'améliorer la maîtrise de la thermique de l'outil. Deux outils sur lesquels il y avait déjà un système de régulation thermique mais qui était obtenu par usinage avec les limitations qu'entraîne l'usinage en termes de formes géométriques qui sont obtenables. Donc l'idée c'était de partir sur le potentiel qu'apporte la simulation numérique pour pouvoir avoir une géométrie beaucoup plus adaptée aux besoins finaux qu'aux moyens d'obtention. La fabrication additive nous ouvre d'autres potentiels en termes de géométrie. Donc pour ça, on a défini et mis en œuvre une démarche de conception qui se base sur des données d'entrée qui sont un cahier des charges, un outillage actuel, des calculs qui ont déjà été faits sur l'outillage ou qui vont être faits au moment de la définition de ces données d'entrée, et puis un prix aussi, puisqu'on est en train d'aller vers une étude technique et économique, donc on a besoin de se baser sur un prix, qui nous permet dans un premier temps de définir des solutions, des propositions de conception, pardon. Une fois qu'on a défini ces propositions de conception, on va les confronter aux contraintes industrielles, c'est-à-dire aux porte-outils, aux alimentations en eau qui existent déjà sur la machine. Ça nous permet une première sélection et d'adapter ces solutions, certaines de ces solutions en fonction des contraintes industrielles. Ensuite, on passe par la simulation de l'écoulement. Donc là aussi, on va adapter les solutions et faire un tri, et on voit qu'on arrive sur déjà un peu moins de solutions que celles qu'on avait au départ. Donc on passe par une deuxième sélection, et ensuite on passe par une étape de calcul par élément fini, qui nous permettent là aussi de continuer à notre conception et à affiner aussi la sélection. Et dans ce cas, on est arrivé sur la sélection de deux outils. Donc, il y avait un outil inférieur, un outil supérieur qui ont été sélectionnés grâce à cette démarche de conception. Ensuite, on passe par un choix de procédé. Donc ici, dans le cas de ces deux outils, c'est le procédé Cold Spray avec la technologie MPA développée par Hermley qui a été choisi. Pourquoi cette techno? Parce qu'elle permet de produire des outils en H13, qui est un matériau qui convient très bien pour faire des outils de forge à chaud. C'est une technologie que nous avions déjà caractérisée par le passé et qui nous a montré qu'on avait de très bons résultats. Alors on l'a caractérisé sur éprouvette, pas sur outillage. Et c'est une techno qui permet de réaliser des canaux internes avec un bon état de surface, donc ce qui nous intéresse bien sûr pour notre application. Cette techno a aussi une bonne productivité, donc un prix moins élevé que les autres technos de fabrication additive. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle permet de fabriquer à température ambiante et donc de ne pas trop affecter le matériau lors de la production des outils. Donc ce procédé, c'est un procédé hybride qui associe le cold spray et l'usinage. Ça permet de produire des pièces multimatériaux et de produire des pièces avec des cavités internes débouchantes de type canaux. Donc le principe, c'est que les canaux sont usinés pendant la production des pièces par couche. Les pièces sont produites par couche, par cold spray, et au fur et à mesure, les canaux sont usinés. Ils sont remplis d'un matériau soluble à l'eau pendant la construction des couches et ils sont vidés du coup après la construction complète de la pièce. Et donc, cette technologie MPA nous a conduit à ce type de conception, donc basée sur la première conception qui a été faite au CETIM. Il y a ensuite eu un nouveau travail de reconception pour l'adapter à la technologie MPA. Et nous travaillons actuellement sur la mise en œuvre sur un démonstrateur, donc sur un outillage de refoulement, où là, l'objectif sera par contre de l'apport de calories de façon à chauffer l'outillage pour éviter de refroidir la pièce lors du forgeage. Donc pour ça, on va insérer un deuxième matériau qui sera très probablement du cuivre dans la pièce par la technologie MPA, toujours développée par Hermley.
Voilà, sur cette partie maîtrise du procédé, on a également un projet en cours sur un jumeau numérique d'un processus de forgeage. Donc là, c'est un sujet qui donne lieu à une thèse, toujours dans le cadre de notre labo commun avec l'ENSAM de Metz. Donc le contexte, ça consiste donc à utiliser un jumeau numérique pour agir sur le pilotage du processus afin de garantir la qualité géométrique et météorologique de la pièce. Donc pour ça, on souhaite caler en temps réel le jumeau numérique sur le processus de fabrication réel pour faire évoluer les paramètres du processus pour atteindre l'objectif initial qui est de garantir la qualité géométrique et météorologique de la pièce. Bien sûr, il y a des défis scientifiques à relever qui sont dans un premier temps la fidélité. Quelles informations on doit recueillir et comment les traiter pour que le modèle reflète précisément la réalité et non pas une opération aux conditions nominales, mais prendre en compte justement cette variabilité de la réalité. La prédictibilité, donc quel modèle utiliser ou développer pour que le jumeau puisse nous renseigner sur des données non mesurées et qui permettent d'anticiper les étapes de mise en forme à venir. Et puis la réactivité, il faut bien sûr être très réactif puisque l'objectif c'est de piloter le process en temps réel en fonction des résultats qui sont obtenus. Et donc pour ça, il faut avoir une très grande réactivité puisque ces résultats vont alimenter un modèle numérique et il faut que ce modèle numérique nous apporte des résultats suffisamment rapidement pour pouvoir intervenir sur le process. Donc cette boucle demande beaucoup de réactivité. Où se situe le jumeau numérique dont on parle? Donc par le passé, on avait des modèles numériques. Après, on a la simulation qui nous a permis d'avoir des ombres numériques, c'est-à-dire où on reproduit fidèlement la réalité. Le jumeau numérique qui, lui, nous permet d'aller vers de la prédiction. Et puis, notre objectif, nous, c'est que ce jumeau nous permette aussi de l'aide à la décision et du pilotage, comme je vous le disais, du processus. Donc, on est plutôt dans les étapes futures du jumeau numérique. La démarche, c'est une opération de forgeage à chaud sur presse à vis, une instrumentation qui va nous permettre de mesurer les paramètres du procédé à surveiller, un système d'acquisition et de surveillance des données, un modèle numérique qui sera un modèle réduit pour améliorer la réactivité, qui va nous permettre, lui, de la prédictibilité et de la réactivité pour pouvoir avoir des données, accès à des données qui sont non mesurables, donc qui seront issues du modèle numérique et non pas de l'instrumentation, et pour pouvoir prédire en temps réel la géométrie, la météorologie de la pièce, de façon à pouvoir agir par ces données et par cette prédiction de pouvoir décider et agir sur le pilotage de notre opération de forgeage à chaud. Pour ça, on va mettre en œuvre ce jumeau numérique sur différentes applications. Donc, à moyen terme, sur 4 applications. Une première application qui est de la compression uniaxiale, de l'estampage monogravure, de l'estampage ébauche-finition, et puis du forgeage libre, avec bien sûr des niveaux de difficulté qui vont croître avec l'évolution de ces applications. Donc le principe du jumeau numérique que je voulais un peu expliquer, on le retrouve schématisé ici. On a la réalité, on a un réplica, on a des données qui vont permettre d'alimenter ce réplica avec un enrichissement aussi dynamique de la réalité par le pilotage et du réplica par la récolte des données qui sont issues des mesures qui sont faites en parallèle sur la production. Et donc l'approche qu'on met en œuvre, c'est une approche par modèle réduit, c'est-à-dire qu'on a à la base de la simulation numérique qui est faite avec Forge, qui va nous permettre de définir des points de simulation et qui vont nous apporter une surface réponse, et des cas tests de pilotage que je vous ai montré, qui vont nous permettre de valider la simulation numérique, mais aussi de valider une validation expérimentale et qui va nous permettre d'enrichir ce modèle et qui nous permettra d'avoir des réponses suffisantes pour pouvoir avoir la bonne réactivité attendue. Donc voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Alors on approche de la fin, vous allez ensuite pouvoir poser les questions. En synthèse, donc vous l'avez vu, on a identifié des enjeux, donc réduction des coûts, amélioration de la qualité, accroissement de la compétitivité pour être compétitif par rapport à d'autres procédés. Limitation de l'empreinte environnementale qui est de plus en plus attendue aussi, et puis la réponse à de nouvelles exigences des marchés. Donc par rapport à ça,
l'objectif des projets présentés s'intègre bien dans cette démarche d'accompagner la profession vers la maîtrise du processus industriel, je le répète. Donc ce processus qui va de la conception jusqu'au contrôle en passant par la fabrication. Et donc on retrouve bien ici la simulation des précédés en phase de conception, le jumeau numérique, la fabrication additive et le forgeage multimatériaux qui est à mi-chemin entre la conception et la fabrication. Donc, il va permettre d'avoir de nouveaux types de conception et qui va entraîner aussi, bien sûr, de nouveaux types de fabrication. Les procédés de forgeage multidirectionnel et forgeage quasi isotherme qui se retrouvent bien au niveau de l'amélioration de la fabrication. Et puis, tout ce qui vous a été présenté au niveau du contrôle, comme la thermographie infrarouge et le démonstrateur Cotran. Et donc, pour aller plus loin, vous retrouverez sur cette présentation des liens qui vous orienteront vers les formations qui sont proposées en lien avec la forge, des solutions et services qui sont également proposés par le CETIM en lien avec la forge, avec des exemples d'applications qui ont été déjà mises en œuvre par le CETIM. Les événements proposés par le CETIM, la Mécatech, etc. Vous retrouverez tous ces liens sur cette page. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous propose qu'on passe maintenant aux questions avec un léger retard, désolé. Merci pour cette présentation. Donc, on va passer effectivement aux questions qui sont déjà nombreuses dans le chat. Donc, je rappelle que vous pouvez les poser dans le chat à droite de votre écran normalement. Donc, il y a une première question qui a été posée, je crois, à Stéphane Magron à la fin de cette première partie. Ces simulations ont-elles été recalées avec les essais de forgeage, pardon. Oui, tout à fait. Oui, nous avons travaillé sur plusieurs démonstrateurs et notamment dans ce qui concerne le démonstrateur du Vilebrequin 2 cylindres. Nous avons pu effectuer des corrélations. Nous avons eu quelques écarts qui ont permis qui ont été pris en compte et qui nous ont permis de recaler derrière le modèle. D'accord, merci. La question suivante, c'est comment sont gérées les protections anti-corrosion dans le cas de forgeage multimatériaux? Donc, c'est pour moi. D'accord. Je suis désolé parce que protection anti-corrosion, on a des travaux aussi dessus, c'est pour ça que j'avais un doute. Alors, on n'a pas abordé du tout cette partie-là, du fait que, comme vous l'avez vu, pour la partie, le couple titane-acier, on a travaillé dans un conteneur sous atmosphère neutre avec un gaz neutre à l'intérieur. Donc, on n'avait plus du coup pas besoin de protection anti-corrosion. Et effectivement, ça serait problématique parce que ça rajouterait un autre corps à l'interface et ça pourrait être problématique. Donc ça serait, en fait, c'est pas applicable. D'accord, merci. Alors, il y a plusieurs questions sur le forgeage multimatériaux. La suivante, peut-on obtenir une interface homogène et peut-on envisager des couples acier-alliage de nickel? Alors, l'interface homogène, on peut l'obtenir, mais à condition d'avoir des taux de déformation suffisamment importants et d'éviter au maximum d'avoir de l'oxydation. Alors, on a pu l'obtenir sur des surfaces relativement réduites. La difficulté, comme je le disais, c'est de l'obtenir sur une géométrie complexe et c'est de l'obtenir sur une pièce qui ne présenterait pas sur l'intégralité de la pièce le niveau d'accroissement de surface qui permet d'obtenir cette liaison. Ensuite, la deuxième question, c'était concernant les alliages nickel, je crois. Hein. Alors Oui. non, on n'a pas travaillé là-dessus, non. Pour l'instant, on est resté sur les couples acier-acier, cuivre, aluminium et titane-acier. Mais ça pourrait être l'objet d'une étude future, pourquoi pas. Ok. Toujours une question en ce qui concerne la forge multimatériaux. Avez-vous étudié la fin de vie des pièces et le recyclage? La couche intermétallique n'est-elle pas gênante? Alors non, on n'est pas allé plus loin que ce que je vous ai présenté. On s'est contenté de regarder ce qui se passait à l'interface et de trouver les bons paramètres. En fait, l'objectif principal de l'étude, c'était de pouvoir définir, de pouvoir anticiper sur les besoins en termes d'accroissement de surface et de pression pour pouvoir obtenir la bonne liaison métallurgique.
Donc pour ça, on a fait des essais expérimentaux et on les a comparés avec ce qu'on obtenait en simulation numérique. Mais on n'est pas allé plus loin que cette étude vraiment très ciblée sur ce qui se passe au niveau de l'interface. D'accord, merci. Alors, il y a la personne qui avait posé la question sur la protection anti-corrosion qui a complété en commentaire. Alors, il a noté le problème de la protection anti-corrosion galvanique. Alors, c'était en utilisation pour les pièces multimatériaux. Je leur dis ou pas? Je crois qu'il manque des mots en fait dans sa phrase. Peut-être que ce qui est proposé, c'est d'utiliser cette protection justement pour éviter la corrosion, pour améliorer la liaison à l'interface. Peut-être. C'est peut-être ça, ouais. Si jamais il veut. Alors, il a répondu non. Bon, Non. Si jamais il veut en discuter avec vous, je propose de vous envoyer un mail, ce sera peut-être plus facile. Ok, oui, on peut. Voilà. Toujours une question sur les pièces multimatériaux. Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'effet pile lié au potentiel d'oxydoréduction des différents métaux? Je ne sais pas du tout répondre à cette question. Désolé. Pas de souci. Je On peut sais passer pas à la du tout. suivante. De toute façon, il y en a encore beaucoup, donc avec le temps imparti, on peut continuer. Pourrait-on utiliser des lopins bimétalliques assemblés en soudage par explosion, soudage-diffusion au four ou brasage-diffusion au four avant forgeage? Oui, tout à fait. C'est exactement ce qui est envisagé dans les suites. Alors, j'ai parlé de coulée, j'ai parlé de fabrication additive, mais effectivement, la solution brasage, soudage, diffusion est envisageable. Alors, soudage, diffusion, on se rapproche un peu de ce qu'on est en train de faire en fait, puisque finalement, on n'est pas très éloigné du soudage-diffusion puisqu'on a besoin d'être à température élevée et d'avoir des niveaux de pression suffisants. Sauf que là, on rajoute en plus la déformation plastique qui nous permet d'avoir des temps de diffusion nettement inférieurs. Mais effectivement, ça pourrait être envisageable. Après, le souci, c'est le coût, parce que plus on rajoute des opérations, plus on va accroître le coût. Et les gains qu'on va avoir par l'apport d'un second matériau sur la pièce, les gains que j'ai évoqués au départ, qui vont permettre d'alléger, de réduire normalement le coût, il ne faudrait pas qu'on les perde justement par le fait qu'on rajoute des opérations supplémentaires. D'accord, merci. Il y a aussi plusieurs questions sur la thermographie infrarouge, dont deux qui se rejoignent, je pense, donc je vous les lis à la suite. La thermographie infrarouge par induction est-elle limitée à une certaine épaisseur de pièce? Et jusqu'à quelle profondeur peut-on détecter les défauts avec la méthode de thermographie infrarouge? Alors, en termes d'épaisseur, on ne sera pas limité, sachant qu'on va détecter des défauts surfaciques et sous-jacents. Donc, on sera la surface qui sera cartographiée restera la surface. Donc, l'épaisseur n'interviendra pas dans le contrôle. Et après, en termes d'épaisseur, effectivement, on aura des défauts sous-jacents qui seront vraiment sous la peau, donc à quelques dixièmes. On ne viendra pas faire de la mesure, du contrôle interne. D'accord, merci. Et une question suivante, toujours sur la thermographie. Le contrôle par thermographie a-t-il une limite de nature de matériaux? On travaillera avec les matériaux acier, donc qui pourront être utilisés, qui seront conducteurs et qui pourront être contrôlés. On pourra avoir l'induction pour mener l'excitation. Ouais, c'est ça, il faut que les matériaux soient conducteurs en fait pour qu'ils puissent être excités par l'induction. D'accord. Question suivante. Quels sont les derniers développements en simulation de la forge pour ce qui concerne l'évolution de la microstructure pendant les process de forgeage et de traitement thermique? Alors ça va dépendre en fait des logiciels, hein. Parce qu'on ne peut pas généraliser les développements. Nous, au CETIM, on travaille avec le logiciel Forge qui est diffusé et développé par Transvalor et le CMF. Et on ne travaille pas avec d'autres logiciels. Donc, si on vous parle d'évolution, ça sera uniquement les évolutions qui sont liées à Forge et non pas les évolutions générales de ce qu'on peut trouver sur le marché.
Et d'autre part, je pense que la meilleure solution pour connaître les évolutions de forge actuelles et futures, c'est de s'adresser à Transvalor en fait. Si on veut savoir vraiment, nous, on connaît les évolutions de par ce qu'on utilise, mais on ne pourra pas être aussi exhaustif que ce que vous répondront Transvalor. Donc je pense que le plus simple pour avoir ces réponses-là, c'est de se tourner vers Transvalor. Pour ce qui est du logiciel Forge, hein, bon, il y en a d'autres. Hein. D'accord, merci. Alors, une question sur le système COTRA. Est-il possible de contrôler une profondeur de trempe par induction avec le système COTRA? Une profondeur de trempe par induction? Alors, Oui, c'est pas... sur notre... Après, bon, le système, lui, il met en œuvre, on a la possibilité d'employer différentes technologies sur le démonstrateur, enfin, sur le système qui a été développé. Et après, donc nous, on avait effectivement une profondeur de sémentation au travers du 3MA, mais on pourrait envisager de mettre en œuvre d'autres technologies sur le système. D'accord, question suivante. Quel est, toujours sur le COTRA, quel est le retour sur investissement du COTRA et du Thermé Concept? J'ai pas compris là, Thermé Concept. D'accord. Mais après, on n'a pas de forcément de retour. C'est un premier démonstrateur qui a été calculé. Après, il faudrait, en fonction des applications, effectivement, étudier plus précisément le ROI qui pourrait être défini. Mais j'ai pas des éléments. D'accord, merci. Quels sont les derniers développements en simulation de la forge en ce qui concerne l'évolution des contraintes résiduelles pendant les process de forgeage et de traitement thermique? Oui, c'était la même personne que tout à l'heure qui posait une deuxième question, donc toujours sur le même. Oui, alors j'ai peur en fait de faire des erreurs en apportant une réponse là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux s'adresser directement aux éditeurs de logiciels, en France en l'occurrence c'est Transvalor, parce que pour moi il n'y a pas de grosses évolutions actuelles, mais je me trompe peut-être. Enfin, ça dépend depuis quand on souhaite savoir quelles sont les dernières évolutions, quoi. Ces dernières années, je pense qu'il n'y a pas de grosses évolutions à ce niveau-là. Mais je me trompe peut-être, donc je pense qu'il est préférable de s'adresser directement à Transvalor là-dessus, pour ce type de réponse. Parce qu'après tout, c'est quand même eux qui développent, c'est eux qui diffusent ce logiciel, donc je pense qu'ils sont mieux à même que nous de répondre à ce sujet-là. D'accord, merci. Encore une question concernant la forge multimatériaux. Avez-vous travaillé sur la forme de l'interface ou l'utilisation de flux afin d'aider l'élimination des oxydes? Alors oui, c'est un peu ce qui ressort des différents cas que je vous ai présentés, puisque ces cas, ils sont pas arrivés là par hasard. Hein. La forme, par exemple, que je vous ai présentée pour ce qui est du coforgeage aluminium-cuivre, elle est issue justement de cette réflexion-là. Donc oui, on a travaillé sur la forme. Après, il faut que ce soit des formes qui soient quand même réalistes et ne pas arriver dans des choses qui soient trop éloignées des formes de pièces qu'on va être amené à faire par la suite. C'est un peu ce qu'on a cherché à faire quand même, de façon à rester cohérent avec la réalité, parce que comme je le disais, il ne s'agit pas expérimentalement arriver à faire une liaison parce qu'on a eu suffisamment d'accroissement de surface et la déformation voulue, et de ne pas arriver après à le faire en version industrielle. Donc il fallait quand même rester réaliste. Mais oui, pour répondre à la question, on a travaillé sur les formes, sur les géométries. Ouais. D'accord, merci. Alors, il y a une personne dans le public qui disait Transvalor sera ravi de répondre à la question. Donc voilà. Mais je sais que Transvalor sont présents aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de proposer qu'ils répondent directement à la question après par la suite. Alors, une question supplémentaire. Bon, on arrive un petit peu au terme normalement du temps, mais on va prendre encore quelques questions qui ont été posées. Pour la partie de conception additive des outillages, arrivez-vous à obtenir des duretés suffisantes pour des opérations de forge à différentes températures et différents efforts de forge?
Alors oui, parce que justement, quand je disais qu'on avait fait le choix de ce procédé, le procédé MPA qui est développé par Hermlé, c'est parce qu'on a déjà fait des essais, alors c'est des essais sur éprouvettes qui ont été faits. On a fait réaliser des éprouvettes par Hermlé par le procédé, et ces éprouvettes ont été caractérisées. Bon, après avoir subi bien sûr un traitement thermique adéquat, le même traitement thermique qu'on fait subir aux matériaux habituels. Et on a atteint des performances qui sont très satisfaisantes, qui sont même dans certains cas supérieures à celles qu'on obtient par les procédés classiques d'obtention des outillages. Par contre, ça n'a pas été validé encore en essai industriel. C'est l'objectif justement de ce démonstrateur, c'est de pouvoir faire maintenant un essai en conditions de production. Mais les caractérisations ont été faites sur éprouvette. Merci. Alors encore une question et je pense qu'après on s'arrêtera là. Alors, est-ce que l'impact des lubrifiants utilisés pour le forgeage sont pris en compte dans les logiciels de forgeage? Alors, quand on modélise une opération de forgeage, on modélise un coefficient de frottement. Ce coefficient de frottement, bien sûr, il est dépendant du lubrifiant, mais il est aussi dépendant de l'état de surface, il est dépendant de la pression, il est dépendant des corps supplémentaires qu'on va avoir, comme les oxydes ou autres. Donc, il est pas dépendant que du lubrifiant. Donc, ce coefficient de frottement, en général, il est très difficile à caractériser parce que lors du forgeage, il évolue. Il évolue justement parce que les paramètres que je viens de vous citer, la pression, la vitesse de frottement, l'état de surface et la présence de corps à l'interface comme les oxydes vont évoluer dans le temps. Donc en général, on se contente d'un coefficient de frottement qui est défini de façon un petit peu arbitraire et qui va être défini justement par une corrélation entre les résultats numériques et les résultats d'essai. Mais on caractérise pas vraiment précisément le lubrifiant puisque c'est un tout et donc c'est plutôt cet ensemble qui est défini et qui nous permet de définir ce coefficient de frottement. Merci. Alors, on va arrêter là pour les questions. Il en reste quelques-unes, quelques questions et quelques commentaires que j'ai pas pu prendre, mais je transmettrai tout donc aux intervenants, donc ils les verront. Si vous avez une question supplémentaire que vous n'avez pas eu le temps de poser ou pas pu poser ou quelque chose que vous voudriez approfondir, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail qui est notée donc en bas de l'écran, sqr@cetim.fr. Elle sera transférée ensuite au CETIM à la personne la plus pertinente pour répondre à la question. Le replay sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube des Techniques de l'Ingénieur, donc vous pourrez revoir la présentation qui a été faite. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Au revoir. Au revoir, merci à tous.